Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Classico sur Radio J, accompagné comme chaque lundi de mes camarades. Le premier est gardien de but et nous dira ce qu'il faut penser de la prestation hier soir de Paul Lopez face à Nice, mais aussi des débuts en première ligue de Navas. Bonsoir Benjamin Trief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Je ne me remercie pas pour cette introduction. Je suis ravi que Keylor Navas ait déjà eu premier clean sheet, premier titre de joueur du match. Point de vue de gardien amateur, qui est passé aussi à ça. Ouais, je suis passé à ça d'une carrière professionnelle, mais moi c'est vrai. Non, écoute, c'est super pour lui parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément du côté de Paris, qui a toujours, à mon avis, été largement au niveau, qui a laissé la place à un gardien qui, lui, ne donne pas entière satisfaction. Donc je suis ravi de l'avoir vu hier pour sa première avec Nottingham Forest, d'être décisif déjà, c'est ce qu'on demande à un gardien. Et sur Paul Lopez, on parlera plus longuement tout à l'heure de Marseille. Ouais, je pense que sur le premier notamment, il repousse assez mal la frappe dans l'axe. Sur le deuxième, c'est quand même un peu plus difficile parce que la frappe est vraiment loin de lui. Il est aussi masqué au début, mais sur le premier, il est pas. Et même d'ailleurs, en deuxième mi-temps, il écarte une frappe de Boudaoui, je crois. Pareil, il a un positionnement assez bizarre. Il la relâche droit devant lui. Bon, voilà, c'est pas un match à mon avis où il est ultra décisif. Lui a toujours été à 100% derrière Didier Donnarumma, l'avenir au poste selon lui. Et puis il est passé, on l'a appris avant cette émission, à quelques mètres d'une carrière professionnelle sur un grand banc d'Europe. Bonsoir Alexis Vidan. Bonsoir à tous. Alexis, toujours pas changé d'avis à propos de Donnarumma ? Non, toujours pas. Je pense que le départ de Navas va au contraire le renforcer et lui permettre d'être plus à l'aise. Ça s'est pas vu forcément. Malgré le coup franc samedi. Le coup franc c'est une erreur, mais je préfère qu'il fasse des erreurs sur ces matchs-là. Parce que de toute façon, il n'est pas jugé sur un match comme ça. C'est un jeu contre le Bayern. Évidemment, face au Bayern, on verra bien. Mais c'est justement, je préfère qu'il fasse des erreurs sur des matchs comme ça pour apprendre, pour continuer d'apprendre. Premier désaccord. Notre invité du soir est presque un habitué de Classico, mais c'est toujours un très grand plaisir de le recevoir. Et je vois qu'il a déjà envie de commenter les dernières déclarations de Alexis Vidan. Merci à lui de partager cette heure avec nous. Bonsoir Grégory Schneider. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir à tous. On est encore ravis, c'est moi. Je le répète, de vous recevoir. Grégory, je me réjouis de voir Donnarumma libéré de la pression psychologique de Navas, donc je vais m'acheter des lunettes noires pour pas être ébloui par ses prestations à venir. Alors Grégory, tu as publié un post assez ravageur contre les arbitres du match PSG-Toulouse, après le but de Marquinhos qui était hors jeu. Je te cite, Toulouse vient de se faire voler au parc par les arbitres. Pas les premiers, pas les derniers, quelle arnaque. L'arbitrage, alors je veux pas être dans des théories du complot mais l'arbitre est toujours du côté du manche. Toujours. Voilà. Une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez réécrire l'histoire du football à l'aune d'une réalité qu'il faut quand même que les gens connaissent. Je peux renvoyer à des actions précises. Je peux renvoyer notamment le penalty pour l'Angleterre en demi-finale contre le Danemark. Ça s'applique aussi pour la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine. Il y avait une volonté de. S'il n'y a jamais penalty sur Di Maria. Ouais. Et ensuite, il n'y a pas non plus penalty sur Colony parce qu'il compense. Donc avant de se présenter devant Saint-Pierre, il va être à peu près d'équerre. Mais tout ça c'était très. En tout cas, du stade, ça faisait guère de doute. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager et de commenter nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico, épisode 85, saison 3, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Ambiance de feu hier soir au stade Orange Vélodrome bondé, mais les quelques 65 000 spectateurs ont quitté le stade Bredouille après la défaite dès l'heure 3-1 contre Nice. Messieurs, concentrons-nous d'abord sur le match des Olympiens. Dimitri Payet et la recrue en attaque Vitinha avaient été titularisés avant de sortir à la pause. Est-ce que ces deux choix de départ se sont révélés finalement décisifs dans l'issue du match selon vous, Grégory Schneider, pour démarrer ? Alors c'est assez difficile parce que Igor Tudor a tiré le rideau de fer après le match quand on lui a posé la question. L'impression qu'on avait était quand même celle d'un coaching sous influence en fait. Il faut faire jouer la recrue et il faut relancer Payet. Alors après ils sont dans une séquence avec des matchs rapprochés. Il y a le fameux match contre le Paris Saint-Germain qui arrive dès mercredi en coupe. Mais j'ai eu l'influence de qui ? Pour pas parler du président ou pour pas parler mais j'ai quand même eu l'impression que Tudor était pas raccord avec ce qu'il nous fait depuis le début de saison, avec un football à très haute valeur énergétique, avec aucun joueur qui coupe. Donc il faut quand même se dire, chez lui ça se joue à 11.
Et j'ai quand même eu l'impression que ces deux gars-là étaient pas raccords, en tout cas en l'état, ou en leur, en l'état de leur capacité physique ce soir-là, ils étaient pas capables de jouer ce match-là. Payet, très franchement, ça s'est vu, il est passé là-dedans touriste, et ça contredit ce qu'on voit de Marseille depuis longtemps. Donc c'est ça qui m'a un petit peu troublé. Après, Tudor n'a pas confirmé ce que je vous dis. Il sera de toute façon, il serrera avec Longoria tout ce qu'il faudra serrer. Est-ce que c'est une manière de prendre date pour la deuxième partie de la saison en montrant bien que par exemple Payet n'est pas prêt? Alors la preuve par l'absurde, c'est peut-être un peu beaucoup parce que c'était un match important. Tout le monde savait que Nice était dangereux, mais ça fait un peu penser à ça, en tout cas, parce que un entraîneur peut toujours ensuite utiliser a posteriori les choses, c'est-à-dire qu'il peut avoir une intention, en changer, et là il va pouvoir dire bon bah voilà, on peut pas faire comme ça, j'ai besoin de joueurs qui courent. Benjamin et Alexis. Aujourd'hui, l'OM a un effectif qui est plus conséquent que celui qu'il était au début de saison. C'est quelque chose qu'on avait mis en avant, le fait que l'OM n'avait sans doute pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Du coup, quand tu vois les remplaçants d'hier, c'est quand même du sérieux. T'as Payet qui joue, malgré effectivement le fait qu'il est beaucoup moins en forme, mais en tout cas, c'est un joueur important. Vitinha, le prix qu'il a été acheté maintenant, il est là pour jouer sur le devant de l'attaque, aux côtés ou à la place d'Alexis Sanchez. Donc, maintenant, tu as un effectif conséquent à l'OM, donc il faut effectivement jouer le jeu de cette équipe, fait jouer tout le monde. À gérer en fonction du match de mercredi sans doute. Après, j'ai du mal à comprendre si il considère que le match de mercredi en Coupe de France est plus important. Et ce serait surprenant. Qu'un match du championnat où t'es à la mais course. C'est le PSG, il y a un titre à la clé peut-être aussi. C'est quand même difficilement compréhensible. Alexis, dans sa logique, c'est normal, puisque finalement, tu es deuxième du championnat, tu as Lens qui a fait match nul. Quand tu démarres le match, tu sais que Lens a fait match nul et que quelque part, le seul titre que tu peux chercher, c'est la Coupe de France. Donc dans cette séquence-là, t'assurer la deuxième place. Mais bien sûr, et c'est contre le PSG, c'est pas neutre. Non, mais t'as du temps pour la gérer la seconde place. Par contre, effectivement, ça montre que Payet, malheureusement, parce que c'était aussi un choix fort, ça montre que Payet, ça démontre que Payet ne peut plus être titulaire dans cette équipe. À chaque fois qu'il joue, il est sorti à la mi-temps. Ouais, puis mais après, est-ce que c'est la responsabilité du joueur, est-ce que c'est la responsabilité du coach? C'est difficile à dire parce que à ne pas le faire jouer, tu le désactives quand même. C'est-à-dire qu'aucun joueur peut au dépoté arriver et faire la. Donc il y a quand même quelque chose où effectivement tu peux l'accuser de la rage a posteriori, ou tu peux dire regardez, il est pas en état alors que tu l'as pas mis en condition de l'être, voilà. Mais parce qu'il est peut-être pas on parlait hors antenne de l'adaptation au jeu, de qu'est-ce que tu fais de quel joueur. Alors voilà ce qu'a dit Tudor juste avant le match dans la conférence de presse à propos de Payet. Ce foot ne s'adapte pas tellement à lui, c'est vrai, mais il peut apporter autre chose dans les frappes, dans les passes, même sur le plan technique. On l'a vu à la peine hier, Payet, ce qui est assez rare. C'est comme un manège qui tournait trop vite. Et alors, Payet, il y a toujours cet espoir qu'effectivement, sur une frappe, Payet, il dégomme une allumette à 30 mètres avec un ballon. Il n'y a pas de souci. Mais là, il me semblait que même physiquement, il était plus en état d'être dans le trafic ou de suivre les actions. Où il y avait quelque chose où il était réellement il était réellement en difficulté, ça s'est vu. Ouais. Après, c'est peut-être un diesel, c'est peut-être quelqu'un qui aurait eu besoin de 2-3 matchs, c'est peut-être quelqu'un qui... Je veux surtout l'épargner par rapport à ça. Il a joué qu'une mi-temps en plus. Oui, parce qu'il a... Mais t'as quand même l'impression que le train Tudor est parti sans lui quand même. Ah oui, mais clairement. Sur Vitinha, la recrue phare de ce mercato d'hiver. C'est pas facile pour lui de découvrir le championnat de France sur ce match-là. Avec Dante face à lui. À haute intensité. Bon, voilà, c'est pas simple. Il découvre le championnat de France. Il a le prix de son transfert qui est écrit sur son maillot. Voilà, c'est compliqué pour lui. Pour l'instant, c'est difficile de faire une analyse. Même si de l'autre côté, t'as Mofi qui démarre aussi avec un nouveau club, même si lui, évidemment, il connaissait déjà le championnat de France, qui est un élément important. Donc Vitinha, c'est 26 ballons touchés, 0 tir cadré. Ouais, Vitinha, c'est intéressant parce qu'il est arrivé donc avec le 32 millions comme le grand attaquant. Moi personnellement je le connaissais pas avant. On a l'impression que tout le monde le connaissait avant, mais moi je pense que très peu de gens le connaissaient avant. À chaque fois. Quand tu vois ses caractéristiques, je trouve qu'il a des caractéristiques qui sont proches de celles de Sanchez, en tout cas en termes de gabarit, de déplacement, de course. Donc on verra si Tudor les met ensemble. Mais justement, c'est vrai que quand tu vois Mofi à côté, tu te demandes parfois, c'est pas en termes de caractéristiques physiques un Mofi qu'il fallait, quoi, comme un Lukaku si on prend notre exemple. C'est pas le même profil, ça c'est sûr. Voilà, et en termes de profil, donc ça présage pas de ce que fera Vitinha, mais quand tu vois le match d'hier et l'effectif de Marseille, t'as l'impression d'avoir des caractéristiques communes avec les joueurs qui sont déjà là. Grégory, sur Vitinha et sur les coulisses de ce transfert XXL, ça vous a étonné ce montant d'abord, avec bonus, 32 millions avec bonus? Moi, je fais grâce à Longoria de paramétrer des choses auxquelles
personnellement, j'ai pas accès. C'est-à-dire c'est un marché qu'il connaît, le marché portugais. C'est quand même un scout dans l'âme. C'est quand même quelqu'un qui normalement est capable de mettre un prix sur un joueur. Et alors après, il y a évidemment des réalités invisibles. Il travaille peut-être avec certains agents plutôt que d'autres. Il n'empêche que pour l'instant, je lui ferai pas de procès en malhonnêteté avant d'en savoir un peu plus. Alors, par contre, vous savez qu'il a raté Mofi il y a de ça 4 ou 5 ans. Quand on pouvait aller le chercher dans un club balte, je crois que Mofi était en Lituanie, c'est les merveilles du foot mondialisé. Tu sors du Nigeria, tu passes par un club lituanien, tu te termines en Belgique. Et en fait, on lui avait proposé, c'était à l'époque très peu cher, tu le sortais du club lituanien pour 500 000 balles. Et Longoria dit à la personne qui travaillait à l'époque à l'OM, je le connais pas, j'en veux pas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas non plus omniscient, ça veut dire qu'il n'est pas non plus invincible. Il peut se tromper aussi. Voilà, ça veut dire qu'il peut se tromper. Sur Vitinha, j'ose espérer que tu mets pas 30 plaques sur un mec qui. Sinon. Je suis d'accord. Alors surtout que Alexis. Hier, ce qui était intéressant sur le match d'hier, comparé à ça, c'est que je regardais, mais Laborde, par exemple, je dis pas que on va y Laborde revenir tout pour à l'heure, Marseille, Alexis, en Laborde, deuxième c'est 20 partie. millions d'euros. Hein. C'est 12 millions de moins. Alors je te dis pas que Laborde, ça vaut Vitinha, attention. Ils ont pas il y le a même plein âge. de caractéristiques. Ils Pas le même âge. Ils ont pas le même âge. On est d'accord sur tout ça, mais Parce que on parle de. Il y a une carrière internationale qui s'ouvre peut-être pour Vitinha dans Non, les mais prochains voilà, mois. Et on parle avec Longoria, on parle de trading. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vois arriver Argus, il faut voir son âge, ça va le respirer à la revente, parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui que Laborde soit infiniment plus efficace que Vitinha sur un terrain. Simplement, dans un an ou deux, si c'est pas 6 mois, parce qu'avec Longoria, c'est quand même. L'année dernière, ils sont deuxième, il y a 14 joueurs qui partent. Hein. Donc c'est quand même un petit peu c'est comme un porte-avions où les joueurs. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même sur Vitinha, il y a une partie trading qui est difficile à paramétrer. C'est pas que la valeur sportive, c'est-à-dire sa capacité à peser sur les matchs, ses buts, ses stats. Plus le prix augmente, plus le risque augmente. parce que Pour l'instant, il n'y a pas pris Messieurs, je de vous risque coupe. sur les prix. C'est Un vrai. auditeur est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Tu es supporter de l'Olympique de Marseille. D'abord, ton regard sur la défaite d'hier des Olympiens. Mon premier regard, effectivement, des grosses déceptions hier. Moi qui suis évidemment l'Olympique de Marseille de près, je regarde tous les matchs. Hier, on a fait une très très mauvaise première mi-temps, comme contre Monaco, où on fait 10 premières minutes, on presse beaucoup et on sent que derrière, il y a des boulevards. Donc, pareil, contre Monaco, s'il y a 3-0 à la mi-temps, il y a absolument rien à dire. Hier, on est à 2-0 à la mi-temps. Et le constat, il est froid, c'est qu'en fait, on n'a pas été bon dans les deux surfaces. Ouais. Julien Tudor, après le match, a dit le match n'est pas comparable à celui de Monaco. À Monaco, nos joueurs avaient fait beaucoup d'erreurs, ce qui n'a pas été le cas hier. Bon, il y a une action, une frappe qui est relâchée à chaque fois, mais le constat était différent. C'est pas quelque chose que tu partages dans l'analyse ? Non, je partage pas ça parce que, par exemple, hier, nos top players, que ce soit Alexis Sanchez, qui rentre en deuxième mi-temps, qui fait du bien dans le jeu. Malheureusement, il a quand même 2 ballons, il écrase une frappe et il coupe pas le coup, il coupe pas le centre de Sengiz. Donc il rate pour moi 2 grosses occasions et Paul Lopez qui est irréprochable depuis le début de la saison. Paul Lopez qui relâche 2 frappes dans les pieds de l'attaquant. Sur le troisième il peut rien faire parce que c'est Balerdi qui recule et finalement il se fait avoir. Mais honnêtement, nos top players que ce soit Paul Lopez et Sanchez hier pour moi ils sont fautifs. Et sur les frappes repoussées par Paul Lopez, personne ne suit aussi. Alors, effectivement, les défenseurs, Gigot, Balerdi ou autres, ils regardent complètement leur gardien, ils essayent même pas de suivre. Grégory Schneider. Balerdi qui était quand même un des meilleurs défenseurs depuis 2 semaines. C'était quand même leur meilleur joueur derrière depuis 2 semaines. Et sur Donc, le dernier, par rapport à ce que dit l'auditeur, est-ce que vous pensez pas quand même que c'est juste la vérité d'un soir en fait, qu'il faut pas dédramatiser ? Julien. C'est la vérité d'un soir. On va voir. On a un très très gros match mercredi. On reçoit le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Ça va être l'un des matchs de l'année pour nous parce que effectivement la rivalité, l'ambiance du stade. Là en plus c'est un match à élimination directe. Donc on va voir un petit peu à quelle sauce soit on va être mangé par le PSG, soit si on va réussir à les contenir et si on va réussir à l'emporter et passer ce tour. Gros test mercredi, et puis il faudra enchaîner ce week-end. Mais Julien, est-ce que tu comprendrais que Tudor a davantage mise davantage sur le match de mercredi en Coupe de France que sur le match d'hier, qui est pourtant un match clé pour l'obtention de la 2e place? Ça me semble un peu bizarre de dire que ça me semble impossible, moi. Mais c'est ce qu'on entend. Ça me semble dingue. J'aimerais bien savoir ce que pensent les supporters là-dessus. Non, je pense pas que Tudor soit focus sur le match de mercredi.
la Coupe de France, c'est un bonus. On sait que l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est d'être en fin d'année en Ligue des Champions, donc d'être dans les 2 premiers. La première place, ça m'a l'air très compliqué. Paris a 8 points d'avance, un effectif qui est largement au-dessus. Voilà, le train, il va très très vite. On sait que derrière, ça pousse aussi. Heureusement que Lens, ça fait match nul, parce que derrière, ça pousse aussi. On voit qu'il revient bien. On voit que Monaco, ils n'arrêtent pas de gagner. Donc, tu t'inquiètes de la montée en puissance, justement, de Monaco ? Ah ben, Monaco, on les a joués la semaine dernière. Franchement, c'était très très fort. Hein. S'il y a 3-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Hein. Honnêtement, c'était très très fort. On peut l'emporter aussi. On s'est volé. Il y a un penalty qui n'est pas sifflé sur Kolasinac. Incroyable. La VAR, il ne demande même pas la VAR, etc. C'est incroyable parce qu'il y a un penalty non sifflé en seconde mi-temps pour moi qui est incroyable. D'ailleurs, tout le monde l'a repris, et que ce soit Tudor ou Longoria, on s'est un peu volé sur ce penalty-là. Mais je pense, non, pour répondre à la question, je pense pas que Tudor ait privilégié le match de mercredi. Il sait trop bien que la deuxième place elle est indispensable pour l'OM, pour cette qualification en Ligue des Champions. Donc non, il n'y a pas eu d'impasse. Il a voulu faire un pari qui est pour moi un pari qu'il n'a pas réussi. C'est aussi un petit peu de la faute de Tudor. Il a voulu remettre effectivement Payet en titulaire. Alors Payet, on l'a vu, il a énormément de difficultés dans le rythme. Il a du mal à suivre le rythme maintenant. On sent que l'intensité, quand il y a beaucoup d'intensité, il a beaucoup de mal. Et là, c'est un pari perdu pour Tudor, comme de titulariser Vitinha, qui avait même pas 2-3 entraînements dans les pattes. Je pense qu'il a aussi perdu son pari Tudor hier. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt dans Classico. Grégory Schneider, sur la course à la première place, c'était un peu le thème de ces derniers jours dans les médias. Aujourd'hui, l'OM est à 8 points du PSG. Oui, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non, et puis je vous mets Lens sur la tartine. Je vois pas pourquoi. Il peut se passer beaucoup de choses. Le match contre la double confrontation contre le Bayern impactera le Paris Saint-Germain, plus ou moins durablement. Ils sont pas. Neymar n'est plus Neymar. Il joue sous infiltration. Ça, c'était quand même le joueur fort avant la Coupe du Monde. C'était quand même pratiquement leur meilleur joueur. Bon, Mbappé est blessé. Normalement, il va revenir, mais on sent que collectivement, c'est une équipe en grande difficulté, en grande souffrance. Elle dégage quand même pas grand-chose. Elle a des problèmes en défense récurrents. Donnarumma n'est pas Navas. Enfin, très franchement, j'aurais l'impression d'insulter les Lensois et les Marseillais en fermant la porte. Avant de clôturer ce premier dossier, on va écouter Valentin Rongier après le match hier. C'est intéressant. Nice l'a fait aujourd'hui, Nantes l'a fait il y a quelques jours. Ils savent qu'on va chercher les joueurs en 1 contre 1, donc ils essayent d'ouvrir un maximum le bloc. Et on est très fort quand on arrive à gagner les premiers et les seconds ballons. Et dès qu'on y arrive un petit peu moins bien, on est forcément mis en difficulté. Maintenant, ça veut pas dire du tout qu'on va changer ça. Ça devient difficile parce que les équipes savent comment on défend, mais c'est à nous de nous adapter et de faire encore mieux, d'être encore plus agressif et plus concentré. Grégory, sur le style de jeu des Marseillais, très offensif, très physique, mais qui prennent aussi beaucoup de risques. Dans le remplacement, on a beaucoup parlé de Chancel et Bemba hier, qui a été un peu fautif sur l'un des buts. Sur leur style, en fait, c'est ce que j'aime beaucoup chez eux cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un esprit, en fait. C'est-à-dire que c'est l'esprit de marcher sur l'adversaire. Il y a énormément de buts qui sont marqués par des défenseurs dans le jeu. Il faut quand même, donc c'est pas des coups de pied arrêtés parce qu'ils se projettent, parce qu'ils suivent les actions et parce qu'ils se retrouvent dans la surface. Moi, il y a quelque chose au niveau de la manière dont c'est pensé que j'aime beaucoup. Il y a 16 buteurs différents. Dans quel club de Ligue 1 vous avez 16 buteurs différents? Ça veut dire que c'est une espèce de machine qui est portée par un élan et qui va sur l'équipe adverse et qui va sur voilà. Donc alors on perd peut-être en maîtrise, on perd peut-être un petit peu parfois en qualité technique, on perd peut-être un peu mais c'est le prix à payer pour voir je trouve que c'est un style que j'aime bien parce que je le trouve très expressionniste en fait. Messieurs, en quelques secondes avant de passer au deuxième. Moi, je rejoins Grégory sur ce point-là et je pense que ça permettra à l'OM de finir dans les 3 premiers et à la deuxième place. En revanche, pour moi, le championnat est terminé. Allez, points d'avance. Je suis d'accord avec cette conclusion et je mettrai un autre joueur pour illustrer, Tavares. Tavares, c'est un super attaquant. Bon, après, ce qui se passe dans son dos, c'est pas son problème, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Effectivement, l'OM, c'est tout vers l'avant. Hier, t'as Mbemba et Gigot qui sont présents sur le but, qui amènent l'action qui donne lieu au but. Mais par exemple, c'est vrai que Tavares, c'est d'abord vers l'avant et ensuite défensivement. Klaus, juste un truc. Klaus, c'est le meilleur centreur de France. Hein. C'est vous en Ligue 1. Il va revenir en équipe de France, à ton avis, Grégory? Je pense qu'il a l'impression qu'on lui a un petit peu fait à l'envers, qu'on l'a un petit peu utilisé comme un leurre médiatique sympa. Et puis à un moment donné, au niveau centre, il a une qualité que personne n'a en Ligue 1.